À 2h47 du matin, un coup de feu brisa le silence de Ouagadougou. Les rues étaient que désertes et Ibrahim Traoré se trouvait dans sa chambre privée, prêt à affronter ce qui semblait être une attaque. Son chef de sécurité entra précipitamment, le visage tendu, l'arme prête, annonçant que des assaillants avaient dû pénétrer par la porte nord. Ce qui semblait être un simple coup d'État en devenir allait rapidement se transformer en une lutte pour la survie de toute une nation. Traoré, déterminé à défendre son pays, se prépara à l'inattendu, sachant que cette nuit marquerait l'histoire. Ibrahim Traoré savait que ce moment n'était pas seulement une épreuve de force, mais une bataille pour l'avenir du Burkina Faso. L'attaque qui se profilait n'était pas seulement une tentative de renversement, mais un test de la résilience et de la loyauté du peuple burkinabé. Si Traoré perdait ce combat, ce ne serait pas seulement la fin de son pouvoir, mais aussi la chute d'un rêve de réforme et de stabilité pour toute la nation. Pourtant, même face à des forces supérieures, il restait calme, résolu à défendre non seulement sa propre vie, mais aussi les idéaux qu'il incarnait. La situation était plus qu'une question de survie personnelle. C'était un moment crucial où le destin du pays allait se jouer. Le président savait que la décision qu'il prendrait ce soir-là marquerait à jamais l'histoire de son peuple. Il se tourna alors vers ses officiers. Nous allons tenir coûte que coûte. À 3h15 du matin, alors que les insurgés resserraient leur emprise autour du centre de commandement, un événement inattendu se produisit. Des groupes de civils commencèrent à apparaître aux abords du palais présidentiel. D'abord une poignée, puis des dizaines, puis des centaines. Agriculteurs, étudiants, commerçants, tous sans armes, mais unis par une volonté commune, protéger leur président et défendre la nation. Ce n'était pas un mouvement organisé, mais une réaction spontanée et puissante du peuple, un mouvement qui allait perturber tous les plans des assaillants. Ibrahim Traoré observait les écrans de surveillance. Les insurgés, qui pensaient de pouvoir mener une opération chirurgicale rapide et silencieuse, se retrouvaient soudainement face à une résistance inattendue. Une femme âgée s'interposa devant les mercenaires, criant: «Ce pays n'est pas à vendre!» L'image de cette femme et de tous ceux qui la suivaient bouleversa l'atmosphère de la nuit. Ce n'était plus simplement une bataille entre militaires, mais un affrontement entre un peuple qui refusait de se soumettre et des forces extérieures qui pensaient ne pouvoir écraser une nation entière en quelques heures. Traoré, qui avait initialement décidé de ne pas fuir, réalisa alors que la situation avait pris un tournant décisif. Les soldats fidèles à sa cause se regroupaient à l'intérieur du palais, prêts à défendre coûte que coûte. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était cette force humaine, ces civils prêts à risquer leur vie, qui venaient d'ajouter une nouvelle dimension à cette lutte. Nous ne sommes pas seuls, pensa-t-il. L'attaque des insurgés n'était plus seulement une question de conquête, mais de survie pour tout un peuple. Et dans cette marée humaine qui avançait sous la lueur des lampes de la rue, Traoré commença à voir une lueur d'espoir. Le président Ibrahim Traoré savait que la situation devenait de plus en plus complexe. Les insurgés, pris au dépourvu par la mobilisation du peuple, perdaient leur avantage initial. Mais la véritable force du moment résidait dans les civils. Des dizaines de personnes sans armes se tenaient fermement devant les soldats. Leur visage était marqué par la détermination, non par la peur. C'était un changement de dynamique radical. Traoré, qui avait toujours cru en la force de l'État et de ses militaires, comprit que ce n'était pas l'armée seule qui allait sauver la situation, mais la cohésion sociale. C'était un pari risqué, mais dans cet instant de désespoir, il décida de prendre un autre type de décision. Plutôt que de se barricader derrière des murs de béton, il ordonna d'ouvrir les portes du palais. Cela allait à l'encontre de toute logique militaire. Ouvrir les portes face à un ennemi était un acte de suicide, mais pour Traoré, c'était un acte de foi, non seulement envers ses officiers,
mais aussi envers ces civils qui risquaient leur vie pour lui. Les portes s'ouvrirent lentement et le premier groupe de civils pénétra dans le complexe présidentiel. Un étudiant se précipita vers un soldat, un commerçant saisit une barre de fer, une mère de famille protégea ses enfants. Ce n'étaient eux pas des soldats, mais ils faisaient face à l'ennemi avec le même courage, voire davantage. Le président Traoré savait que ce moment allait transformer l'issue de la nuit. C'était une défense inédite, fondée sur l'unité du peuple. À mesure que les minutes passaient, les insurgés se retrouvaient de plus en plus acculés. Leur plan de prendre le contrôle du palais présidentiel dans les premières heures de la nuit était désormais compromis. Les soldats, qui au départ avaient agi avec une grande confiance, commencèrent à ressentir la pression. L'atmosphère dans les rues autour du palais se tendait. Le peuple, d'abord frêle dans sa résistance, semblait se multiplier à chaque minute. À 3h45, la situation bascula. Les insurgés, qui avaient été pensés que la terreur suffirait à faire céder la nation, étaient pris de court par la force collective des civils. Les soldats loyalistes avaient désormais commencé à se regrouper et une contre-offensive se profilait. Mais les insurgés ne s'attendaient pas à un tel retournement de situation. Une confusion totale s'empara d'eux. Ils se retrouvaient dans une situation où ils ne pouvaient plus distinguer les soldats des civils. Ce qui avait été un affrontement militaire se transformait en un affrontement entre un pouvoir illégitime et un peuple qui refusait de se laisser écraser. Les mercenaires, incapables de s'organiser, tirèrent en l'air dans un dernier acte de désespoir. Mais cela ne fit que renforcer la détermination des civils. Aucun ne bougea. La foule restait là, ferme dans sa volonté de défendre ce qu'elle croyait être juste. À l'intérieur du centre de commandement, la situation était tout aussi tendue. Les officiers loyalistes observaient les écrans de surveillance, ne croyant pas ce qu'ils voyaient. Ibrahim Traoré savait que ce moment était crucial. Il comprenait que la résistance du peuple était le facteur déterminant de cette bataille. Il se tourna vers ses officiers et ordonna: Préparez-vous à contre-attaquer. À 4h30, les renforts militaires fidèles arrivèrent à la périphérie de Ouagadou. Leur arrivée fut rapide, un exploit logistique qui dépassait les attentes. Ces renforts, déployés par ordre direct de Traoré, inversèrent immédiatement la tendance. Le mouvement des insurgés perdit de sa cohésion. Ils n'étaient les plus unis, mais divisés et affaiblis. Le commandant Zongo, qui croyait encore en sa victoire, fut capturé dans le quartier général militaire à Saint-Chumier alors qu'il essayait de détruire des documents sensibles. La réaction rapide des forces fidèles marqua un tournant décisif. Ce qui avait été une tentative de coup d'État précipité et chaotique s'effondrait sous la pression d'un peuple déterminé et d'un pouvoir qui, bien que sous attaque, avait su se redresser. Les insurgés, face à une résistance imprévisible et massive, commencèrent à se retirer. L'objectif des conspirateurs, d'installer un régime fantoche, était désormais hors de portée. Ce que les assaillants n'avaient biche pas prévu, c'était la solidarité du peuple burkinabé qui, en dépit de leur absence d'armement, avait su créer une barrière humaine infranchissable. Ce fut un moment clé où la population démontra qu'elle était prête à défendre sa liberté, à tout prix. Les chiffres qui suivirent cette nuit de chaos étaient éloquents. À 3h45, les insurgés avaient perdu tout contrôle de la situation. En l'espace de 30 minutes, plus de 2000 appels avaient été passés vers la capitale, Ouagadou. Ces appels, effectués par des civils depuis les quatre coins de la ville, avaient non seulement alerté les forces loyales, mais aussi permis de coordonner les mouvements de résistance. Les données de communication interne ont révélé que la mobilisation populaire s'était faite sans le moindre leader visible, ce qui compliqua davantage la tâche des insurgés.
Ce n'était pas une révolte dirigée par une élite organisée, mais par un peuple en colère et désireux de préserver son identité. Cela créa un réseau de résistance qui échappait à toute forme de contrôle centralisé, rendant leur tâche presque impossible. Une autre donnée clé fut la vitesse avec laquelle les unités militaires fidèles arrivèrent à Ouagadougou. Bien que stationnées à plus de 60 kilomètres de la capitale, elles étaient les parvenues à atteindre la périphérie de la ville en un temps record, en moins d'une heure. Cette rapidité, impressionnante pour un tel déplacement, témoignait de la préparation et de la réactivité des forces loyales. À leur arrivée, la première ligne de défense des insurgés s'effondra immédiatement et un vent de panique se répandit parmi leurs rangs. Les insurgés, qui pensaient d'aller pouvoir imposer leur volonté par la peur et la rapidité, se virent déstabilisés par une résistance imprévisible et organisée. Un autre indicateur important fut la réponse des forces locales. Alors que les soldats insurgés tiraient dans l'air pour tenter de disperser la foule, aucun civil ne bougea. Ce calme et cette cohésion étaient de la preuve d'une solidarité de classe qui transcendait les différences sociales. Des ouvriers, des étudiants et même des commerçants s'étaient unis pour défendre leur pays. Leur absence d'armement n'avait pas empêché la résistance. Au contraire, elle renforça leur détermination. Parallèlement, les forces fidèles à Traoré démontrèrent une grande capacité de coordination. À 4h30, les unités loyalistes prenaient de position autour du centre de commandement, coupant l'accès aux insurgés restants. Ce mouvement, planifié à la dernière minute, inversa le cours des événements. L'un des officiers présents à ce moment-là rapporta qu'à la vue de la présence militaire, les insurgés ont perdu leur unité et leur capacité à mener des actions coordonnées. Enfin, les premières arrestations effectuées après l'échec du coup d'État révélèrent la profondeur de la trahison au sein de l'appareil d'État. Le colonel Zongo, capturé alors qu'il détruisait des documents sensibles, représentait l'une des pièces maîtresses du complot. L'arrestation des conspirateurs, suivie de l'exécution de l'opération de purge, et fut un autre indicateur de la défaite totale des insurgés. En moins de 72 heures, l'ensemble du complot avait été démantelé, et le pays était sur le chemin de la stabilisation. Les insurgés, malgré leur plan bien orchestré, n'avaient pas anticipé la profondeur de la loyauté envers Ibrahim Traoré, ni la capacité de résilience du peuple burkinabé. Deux points de vue se sont affrontés à ce moment crucial. D'une part, ceux qui croyaient que la résistance populaire était un phénomène temporaire, un sursaut émotionnel qui finirait par s'éteindre, et d'autre part, ceux qui considéraient que cette résistance était l'élément déclencheur d'une transformation politique et sociale durable. Les observateurs externes, notamment les analystes étrangers, ont souvent sous-estimé l'impact de la solidarité civile, la qualifiant de réaction instinctive sans profondeur. Ils soutenaient que la situation aurait dû suivre une trajectoire classique, une répression militaire, une chute rapide du président et l'installation d'un pouvoir fantoche. Cependant, les événements ont prouvé que cette vision était erronée. La mobilisation populaire n'a pas été un simple sursaut émotionnel, mais un mouvement stratégique à la fois coordonné et déterminé. L'absence de leader visible ne signifie pas qu'il n'y avait pas de plan. Au contraire, cela a créé un réseau de résistance qui échappait aux traditions de leadership centralisé, un phénomène qui a pris de court les insurgés. Ce n'était pas une résistance anarchique, mais une réaction spontanée, une démonstration de la force collective d'un peuple unifié par une cause juste. Ce qui a été particulièrement frappant dans cette situation, c'est que les forces militaires loyales, bien qu'indéniablement compétentes et réactives, n'auraient pas pu inverser la tendance sans l'apport de ce soutien populaire.
La décision de Traoré d'ouvrir les portes du palais pour permettre aux civils d'entrer a symbolisé cette fusion entre l'autorité de l'État et le pouvoir du peuple. Une telle alliance a été décisive. C'est cette solidarité entre les citoyens et les militaires qui a formé la ligne de défense véritablement infranchissable. À l'inverse, les insurgés ont commis plusieurs erreurs fatales. Leur sous-estimation de la mobilisation populaire, couplée à une mauvaise gestion de la situation sur le terrain, a conduit à leur désorganisation. De plus, les actions précipitées, comme la tentative de détruire des documents ou de faire fuir les troupes loyalistes en toute hâte, ont trahi leur incapacité à saisir la dynamique complexe du moment. Leur vision simpliste de la situation, fondée sur une approche militaire purement classique, a échoué face à la force imprévisible et décentralisée du peuple burkinabé. À 5h30 du matin, la situation atteignit un point de bascule. Les insurgés, pris entre la résistance populaire et l'arrivée des renforts militaires fidèles, commencèrent à se désorganiser. Alors que les premiers rayons du soleil se levaient sur Ouagadou, un sentiment de victoire commence à émerger. Mais il restait encore un long chemin à parcourir. Ibrahim Traoré, ayant pris la mesure de l'ampleur de la résistance populaire, comprit que cette nuit avait changé son pays à jamais. Ce n'était plus une simple défense de son pouvoir, mais une défense collective de la nation. Les mercenaires, qui s'attendaient à une victoire facile, se retrouvèrent face à un défi qu'ils n'avaient pas anticipé. Leur stratégie, basée sur la peur, échoua devant la détermination des civils. Cependant, même si le climat général commençait à pencher en faveur des forces loyalistes, la guerre n'était pas encore gagnée. Traoré savait que l'équilibre pouvait basculer à tout moment. Cette victoire initiale ne garantissait pas encore la sécurité à long terme, et il devait maintenant préparer le pays pour la réconciliation et les défis à venir. Lorsque la poussière se dissipa enfin à Ouagadou, les véritables conséquences de cette nuit d'attaque se révélèrent plus profondes que ce que l'on aurait pu imaginer. Bien que les insurgés aient été repoussés et que l'attaque ait échoué, les répercussions sur le terrain étaient multiples et complexes. La première et la plus évidente conséquence était le renforcement du leadership d'Ibrahim Traoré. Mais cette victoire ne venait pas sans des coups importants. Tout d'abord, la confiance du peuple burkinabé en son président fut consolidée. Mais le fossé entre l'élite politique et la population s'élargit. Beaucoup ont vu dans la résistance populaire une forme de rejet des autorités traditionnelles, un appel à une nouvelle gouvernance, plus transparente et plus inclusive. D'un autre côté, le soutien militaire loyal à Traoré n'était pas uniforme. Bien que les unités arrivées en renfort aient inversé la situation, des tensions internes au sein de l'armée sont apparues, notamment après la prise de contrôle des conspirateurs. La purge des officiers corrompus, bien qu'essentielle, a révélé la profondeur de la trahison au sein de l'appareil d'État. L'arrestation du colonel Zongo et de ses complices marquait le début d'une refonte nécessaire, mais aussi le début de nouvelles luttes internes pour la consolidation du pouvoir. Les entreprises locales ont également ressenti les conséquences de l'attaque. L'incertitude et la violence ont perturbé les échanges commerciaux et mis en danger les investissements étrangers. L'indice boursier sous-régional a chuté de 9% dans les jours suivant l'attaque, un signe visible de l'instabilité économique créée par les événements. Les sociétés minières, bien qu'implicites dans la crise, ont vu leurs contrats suspendus en attendant une évaluation. Cette instabilité économique ne semblait pas vouloir se résoudre rapidement. Bien que la gouvernance de Traoré et la reprise de la stabilité militaire aient ouvert la voie à des discussions sur des réformes économiques nécessaires. Parallèlement, la société civile a émergé comme un acteur central.
L'un des effets les plus significatifs a été l'essor de collectifs citoyens. De Koudou à Fada, des milliers de citoyens se sont organisés pour exiger des réformes transparentes, des audits publics et des protections pour les lanceurs d'alerte. Ce mouvement a révélé que le peuple ne voulait plus être un spectateur passif, mais un acteur de son propre destin politique. Les forums publics ont vu le jour, où la question de la corruption et des abus de pouvoir occupait une place centrale. Enfin, la région tout entière a observé avec attention l'événement de Ouagadougou. Le Burkina Faso, loin de sombrer dans l'instabilité, devenait un symbole de résistance. À travers l'Afrique de l'Ouest, notamment au Niger et au Mali, des mouvements populaires ont émergé, inspirés par la capacité du peuple burkinabé à se lever et à renverser le cours de l'histoire. Les observateurs internationaux ont commencé à réévaluer les dynamiques de pouvoir dans la région, se rendant compte que les anciennes stratégies ne suffisaient plus. La résistance populaire au Burkina Faso devenait un modèle de gouvernance participative, un défi lancé aux autorités classiques. Au lendemain de la crise de Ouagadougou, plusieurs scénarios se dessinaient pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays, bien qu'ayant survécu à une tentative de coup d'État, devait désormais faire face au défi d'une stabilisation fragile. L'un des scénarios envisageait une stabilisation progressive. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré, soutenu par la population, parvenait à instaurer un climat de confiance et à mettre en place les réformes promises. Les procès publics, les audits financiers et la restructuration de l'armée auraient permis de restaurer progressivement la crédibilité de l'État. L'économie, bien que chancelante à court terme, aurait commencé à se redresser grâce à une gouvernance plus transparente et plus responsable. La participation active des citoyens sous forme de comités locaux et de forums publics renforcerait cette dynamique, donnant au peuple un rôle direct dans la gestion des affaires publiques. Cependant, un autre scénario prévoyait un blocage institutionnel. Malgré l'engouement populaire et les premières tentatives de réforme, les structures traditionnelles, profondément ancrées dans le système, résisteraient au changement. La bureaucratie et les élites administratives pourraient freiner la mise en place des réformes, arguant que la situation devait d'abord être stabilisée avant d'entreprendre des transformations profondes. Dans ce scénario, les tensions entre civils mobilisés et les élites politiques se manifesteraient par des grèves, des manifestations et un ralentissement général de l'administration. La transition vers une gouvernance plus transparente pourrait être retardée et la fatigue démocratique commencerait à s'installer, réduisant l'enthousiasme initial. Le troisième scénario envisageait la résurgence des réseaux souterrains. Après l'échec de la tentative de coup d'État, des forces internes et externes pourraient se regrouper pour tenter de déstabiliser à nouveau le pays. Le réseau d'opposants, notamment ceux liés à des factions militaires non purgées, pourraient reprendre contact avec des soutiens extérieurs et des campagnes de désinformation pourraient semer la confusion parmi la population. De petites rébellions locales pourraient éclater, poussées par des acteurs radicaux, remettant en question la stabilité du pays. Ce scénario, bien que pessimiste, pourrait mettre à l'épreuve la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir l'ordre et à garantir la sécurité à long terme. Dans ces trois scénarios, une vérité s'imposait. La survie d'un homme ne garantissait pas la survie d'un système. La véritable stabilité du Burkina Faso dépendrait de la capacité de la population à maintenir son engagement, de la gouvernance transparente et inclusive de Traoré et de la révision en profondeur des institutions du pays. La nuit de Ouagadougou n'a pas seulement changé le destin d'un homme, mais celui de tout un peuple. Ibrahim Traoré, en résistant à l'attaque et en choisissant de faire confiance à son peuple,
a montré qu'une nation forte repose non seulement sur ses leaders, mais aussi sur l'engagement et la solidarité de ses citoyens. Ce moment historique nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la société. À une époque où de nombreuses démocraties vacillent, où les dirigeants sont souvent perçus comme éloignés de leur peuple, l'exemple de Traoré nous rappelle que le pouvoir véritable émane de ceux que l'on gouverne. Pour nous, les citoyens, cette histoire n'est pas simplement celle d'une victoire militaire, mais celle de la résilience et de la responsabilité collective. Le message qu'elle véhicule est clair: si nous voulons un avenir juste et équitable, nous devons participer activement à la construction de notre société. Cela signifie non seulement faire entendre notre voix lors des élections, mais aussi exiger la transparence, l'honnêteté et la justice dans toutes les sphères de la vie publique. Les leçons tirées de cette nuit de Ouagadougou devraient nous inspirer à être plus attentifs aux dynamiques de pouvoir, à ne jamais sous-estimer l'importance de la solidarité et à comprendre que chaque action, même la plus petite, a un impact sur l'ensemble de notre communauté. Nous, en tant qu'individus, avons le pouvoir de façonner notre futur, tout comme le peuple burkinabé a façonné le sien. Cela dépend de notre capacité à nous unir pour un objectif commun, à défendre nos valeurs et à ne jamais accepter l'injustice, peu importe sa forme. Pour garantir la pérennité des réformes et la stabilité du Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être entreprises. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer la transparence administrative. Le gouvernement doit publier régulièrement les budgets nationaux et organiser des réunions publiques mensuelles où les citoyens peuvent poser des questions sur les décisions politiques et économiques. Cela permettrait de créer une relation plus directe entre l'État et la population, renforçant ainsi la confiance dans les institutions. Ensuite, il est crucial de régénérer les forces armées en poursuivant la rotation des officiers militaires pour éviter la concentration du pouvoir au sein d'un petit groupe. Un programme de formation civique pour les soldats devrait être instauré afin de renforcer leurs liens avec la société et leur rappeler leur rôle de défenseur de la nation, plutôt que d'acteurs de pouvoir à part entière. La création d'une commission de surveillance indépendante, composée de représentants de la société civile, de journalistes et d'experts en droit, est également indispensable pour garantir que les réformes sont suivies de manière efficace et que les anciens conspirateurs sont traduits en justice de manière transparente. Enfin, la mise en place de mécanismes de participation populaire est primordiale. Il faut encourager la formation de comités locaux qui interagiront directement avec les institutions gouvernementales, assurant ainsi une communication fluide entre l'État et ses citoyens, en particulier dans les régions rurales. Cette participation active de la population, notamment à travers les forums publics et les discussions ouvertes, permettra de garantir que chaque voix est entendue et que le changement soit réellement inclusif. Alors que le soleil se levait lentement sur Ouagadougou, Ibrahim Traoré se tenait devant le monument érigé en l'honneur des 7 civils tombés lors de la nuit d'attaque. Leurs noms, gravés dans le marbre, étaient un témoignage silencieux mais puissant de la bravoure et du sacrifice. Ces hommes et ces femmes qui avaient donné leur vie non pas pour un président, mais pour une idée, celle que la nation appartient à son peuple, étaient désormais des héros. Leur sacrifice allait servir de fondement à un Burkina Faso réinventé. Traoré posa sa main sur le monument, un geste simple mais lourd de sens. Ce moment marquait la fin d'une nuit de lutte et de souffrance, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour le pays. En observant les visages des civils, des soldats et de ses collègues, il comprit que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la survie, mais dans la résilience et l'unité du peuple burkinabé. Cette nuit-là, le pays avait prouvé que, même dans les moments les plus sombres,
la lumière de la solidarité et de l'espoir peut percer les ténèbres. Le Burkina Faso a traversé une épreuve redoutable, mais l'histoire de cette nuit à Ouagadougou est loin d'être terminée. Elle commence à peine dans les rues, les foyers et le cœur de chaque citoyen burkinabé. Maintenant, il est temps de participer activement à cette nouvelle ère de transformation. Pour garantir un avenir plus juste, plus équitable et plus transparent, chaque voix compte. Que vous soyez un étudiant, un commerçant, un agriculteur ou un citoyen engagé, vous avez un rôle à jouer. Rejoignez des forums publics, participez à des comités locaux et exigez la transparence. Soyez les gardiens du changement. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette vérité que la nation appartient à son peuple ne soit pas seulement une déclaration, mais une réalité vivante chaque jour. Le Burkina Faso n'a pas seulement besoin d'un président fort, mais d'un peuple fort, un peuple uni pour la construction d'un avenir commun. Ne laissons pas cette flamme s'éteindre. Prenez part à cette révolution pacifique. Faites entendre votre voix et soyez acteurs de ce changement.